Bonjour à tous. Alors, je voudrais dérouler une idée qui vient de traverser mon esprit. Et je me suis dit que j'allais le faire en vous parlant, comme ça. Bien, je vous le partage en même temps que je suis en train de la développer dans ma tête. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée ? Je ne vais pas encore donner de nom, j'ai pas posé un concept dessus, mais c'est une idée relative à l'articulation de la spiritualité et de la convivialité. Pour vous expliquer la chose, je crois qu'il faut qu'on remonte à la racine du mot religare. Vous savez que le mot religion a pour racine un mot latin qui est religare. Religare, ça veut dire relier. Alors, ça peut s'interpréter de différentes manières. Relier l'humain et le divin, donc une reliance verticale entre le bas et le haut, mais c'est quelque part aussi la fonction sociale de la religion qui est de réunir les êtres humains et les relier entre eux. Donc là, on se parlerait à ce moment-là d'une reliance horizontale. Et c'est vrai que, pour parler de manière un peu plus concrète, les religions, à travers leurs rites, à travers leurs célébrations, leurs fêtes, les différents rituels qui existent, relier les gens. Relier les gens, leur donner l'occasion de se retrouver. Là, par exemple, à la maison des évolutionnaires, on est en train de retrouver le sens des fêtes celtiques. Donc on fait les fêtes celtiques, on fait Samhain, on fait Yule. Voilà. Dans d'autres religions, il y a d'autres fêtes. Eh bien, ce dont je m'aperçois en faisant ces fêtes, c'est que elles ont à la fois un sens spirituel et en même temps un sens social. C'est-à-dire que c'est une occasion de réunir des gens dans un esprit qui est ouvert sur de la transcendance et qui en même temps crée une reliance horizontale. Donc ça, c'est, je crois, quelque chose qu'on a perdu parce que forcément, avec la mort de Dieu, je dirais pas la disparition des religions, mais vous voyez ce que je veux dire, la profanisation du monde. On a de plus en plus d'athées qui ne sont même pas athées au sens militant du terme, mais ce sont simplement des gens qui consomment, qui vivent leur petite vie, qui se posent pas ces questions du sens de la vie, de la spiritualité, de l'expérience de l'éveil, etc. Bon, voilà. Il y a beaucoup de gens comme ça, particulièrement en Occident. Même si c'est vrai que la religion continue d'exister au sein de la modernité terminale, mais il y a ce processus que j'avais plusieurs fois décrit, où on passe de la phase de la religion traditionnelle à une phase d'athéisme moderne, matérialiste, basé sur la science, et qui ne fait malheureusement plus beaucoup sens, sauf si on en vient à penser cette notion d'évolution qui est la grande découverte de la modernité, c'est l'évolution, quoi. Voilà. Mais en l'absence de cette compréhension du sens de l'évolution, eh bien, on se retrouve désarmé par rapport à la question du sens. Et donc, la religion disparaît progressivement. Enfin, on le voit, nous, au niveau de nos églises, hein, elles se vident, elles ne cessent de se vider. Et c'est on pourrait peut-être penser que dans quelques décennies, il y aura plus personne, quoi, dans la plupart des églises. Mais en même temps, on voit bien que il y a une résurgence du spirituel dans la société. Alors, parfois sous des formes de néo-traditionalisme, hein, le néo-bouddhisme, le néo-hindouisme, où on essaye de retrouver un petit peu ces traditions-là. Parfois simplement on change de religion, il y en a qui se convertissent à l'islam, voilà, on passe du christianisme au bouddhisme, voilà. Et puis on peut aussi parfois penser qu'il y a des résurgences, hein, c'est pas impossible qu'il y ait une forme de résurgence un jour du christianisme, voilà. En tout cas, pour moi en tant qu'évolutionnaire, l'ère religieuse traditionnelle est finie. Donc la religion, au sens traditionnel du terme, n'est plus l'élément qui doit consolider le lien social. Mais dans la mesure où la modernité a laissé un grand vide religieux,
elle a aussi laissé un grand vide social, puisque c'était la religion qui assurait la fonction de reliance horizontale. Et on se retrouve avec des sociétés plongées dans la solitude individualiste. Moi, je le vois, je crois qu'il n'y a jamais autant de pauvreté relationnelle. On a très peu de temps pour cultiver, en fait, la dimension sociale de notre vie. Cultiver nos amitiés, nos amours, rencontrer des gens, se réunir en tant que communauté, rencontrer d'autres citoyens, partager avec notre voisinage. Enfin, toutes ces choses-là se sont perdues. Et je m'en suis rendu compte l'autre jour quand je discutais, j'étais en fait, je faisais les fêtes en famille, et il y avait là mon oncle qui, je crois qu'il a dans les 80 ans, quelque chose comme ça, et mon père qui est un peu plus jeune, mais voilà, enfin ils avaient connu l'époque des villages, quoi. Tel que moi, j'en ai vu vraiment, j'ai vu la fin de cette époque très très rapidement quand j'étais tout petit et que j'allais chez mes grands-parents à un village français qui s'appelle Montarnot toujours d'ailleurs, mais qui a bien changé depuis. Et je voyais cette atmosphère, bien qu'elle avait déjà commencé un peu à disparaître, mais je voyais que les anciens, ils passaient leur journée à parler entre eux, qu'ils se retrouvaient sur le banc, que de nombreuses personnes se retrouvaient au café pour discuter, et que tout le monde dans le village se connaissait quasiment, en tout cas mes grands-parents, ils connaissaient quasiment tout le monde. Et quand mon grand-père m'amenait pour aller faire, je sais pas, quelques courses avec lui, et bien tous les 10 mètres, il devait s'arrêter pour parler avec quelqu'un parce qu'il le connaissait, et donc tout le monde se disait bonjour, et puis ça prenait beaucoup de temps d'aller chercher du pain, du coup, avec mon grand-père, parce qu'il s'arrêtait au moins 5 ou 6 fois, alors que la boulangerie, elle était à quelques dizaines de mètres de la maison, quoi. et l'autre jour, on en parlait en famille, et il me disait que tout a changé avec l'apparition de la télévision. Parce qu'avant la télévision, les gens, il fallait bien qu'ils s'occupent un peu le soir. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Et apparemment, beaucoup se retrouvaient au café du coin. Et c'était un lieu, non pas pour s'alcooliser, même s'il y avait un peu d'alcool qui circulait, mais c'était surtout un lieu pour parler. Et il pouvait y avoir des gens qui passaient la journée là, ils commandaient un café, un truc, mais ils y restaient des heures. Pour finalement échanger les nouvelles, et il y avait sans cesse des choses à raconter, même à l'échelle d'un village, il y avait sans cesse des nouvelles, et un tel qui s'est fait ceci, un tel qui a fait cela, et la rumeur de machin, voilà. Et donc ça parlait beaucoup, et il y avait vraiment du lien social autour d'un lieu central qui pouvait être le café, ou qui pouvait être aussi peut-être avant aussi pour les femmes le lavoir, je sais pas. Moi, j'ai pas connu cette époque, mais apparemment, il y avait vraiment beaucoup de liens sociaux. Et alors, mon oncle me disait que tout a changé avec l'arrivée du poste de télévision dans les familles. Parce que avant ça, les gens, le soir, le week-end, ils avaient rien à regarder à la télé. Et donc, ils se réunissaient entre eux. Et puis, quand la télé est arrivée, en fait, les gens, petit à petit, finalement, sont restés chez eux. Et alors, au tout début même, il y avait très peu de gens dans le village qui avaient une télévision, et donc on allait chez cette personne pour regarder tous ensemble la télévision. Et puis après, chacun a eu sa télé, et donc chacun est resté chez soi, en famille, quoi, mais devant sa télé le soir. Voilà. Et donc, petit à petit, le lien social s'est détérioré comme ça. Et alors, je me souviens que quand j'étais ado, je passais devant ce café, il n'y avait pas grand monde, quoi, hein, il n'y avait plus grand monde. Et en fait, on m'a appris, là, justement, que ce café, il a fermé, qu'il n'existe plus aujourd'hui. Et que aujourd'hui, ce village qui était tellement vivant, encore même dans mon enfance, moi j'ai 33 ans, ce village, il est devenu ce qu'on appelle une banlieue dortoir.
C'est-à-dire que voilà, le café qui était à peu près le seul point de sociabilisation dans le village, eh ben il a fermé, il a fini par fermer. Il doit peut-être rester une boulangerie, un petit magasin de presse, voilà. Mais en fait, c'est devenu une cité dortoir, banlieue de Montpellier, voilà. Et ça, je vous raconte ça, mais c'est un phénomène qu'on voit ailleurs, hein. Enfin, je veux dire, on le voit partout. La vie des villages a disparu, et la vie dans les villes est profondément aliénée. Voilà. Donc bien, je veux pas nier comme il y a quand même une sociabilité qui existe, hein, on se voit entre amis, mais posez-vous cette question, c'est quand la dernière fois que j'ai rencontré de nouvelles personnes? C'est quand la dernière fois que j'ai eu un vrai échange profond, que j'ai vécu une expérience spirituelle avec d'autres personnes? C'est quand la dernière fois? Est-ce que dans les fêtes de famille, je vis quelque chose de profond? Ou est-ce que on répète de vieux automatismes mélangés à du consumérisme sans connaître le sens profond de la fête qu'on est en train de fêter? Et bien, cette automatisation est le signe de l'assèchement spirituel. Parce que c'est la spiritualité qui crée toutes ces occasions en conférant du sens à tous ces passages, toutes ces transitions, toutes ces fêtes. Et quand la spiritualité s'appauvrit, s'assèche, se dogmatise ou bien disparaît, eh bien, on continue de répéter mécaniquement ces rituels, ces célébrations, ces machins, mais on ne sait plus pourquoi on les fait. Voilà, on ne sait plus. Ça n'a plus de sens, mais on le fait comme c'est des sortes de routines collectives, voilà. Et donc le café a disparu aujourd'hui, il n'existe plus. Le lien social que représentait donc ce café a aussi disparu. Sans parler effectivement du coup de tout ce qui était fêtes religieuses et même les célébrations, hein, chaque semaine le dimanche, voilà, les gens se retrouvaient à l'église. Alors bien sûr tout le monde, il y avait quand même déjà un petit paquet d'athées qui n'allaient pas à l'église ou bien de gens qui y allaient rarement, quoi, voilà. Mais il y avait quand même cette fonction sociale là. Et alors tout ça a disparu avec la disparition du religieux. Enfin, on peut pas dire que ça a complètement disparu, le religieux, mais c'est un peu en voie de... Voilà, c'est un truc décroissant, quoi, hein, sans arrêt. Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et avec lui diminue la fonction sociale qui était portée par le religieux, qui était apportée par le religieux. Et donc, comme la modernité n'a rien apporté à ce niveau-là, il y a un grand vide, non seulement de sens, un vide religieux, un vide spirituel, mais il y a aussi, et ça j'avais jamais compris, un vide social. Quand vous lisez des études sur la solitude qui frappe notre société, c'est un phénomène massif. Massif. La société contemporaine produit de la solitude en masse. Et c'est encore pire, c'est-à-dire que plus la société est moderne, et plus elle produit de solitude. Si vous allez au Japon, vous avez une solitude massive. Chez nous aussi, on le voit. Les personnes âgées, particulièrement, sont victimes d'une grande solitude. Avant, elles étaient insérées. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et c'est là que le spirituel, au sens post-moderne du terme, a quelque chose à faire. Parce que on voit bien qu'on passe de la religion traditionnelle à l'athéisme moderne, et puis de l'athéisme moderne à une forme de spiritualité post-moderne qui n'est plus traditionnelle, qui n'est plus religieuse, c'est une spiritualité non religieuse. Et donc, cette spiritualité non religieuse, telle qu'on la voit se diffuser aujourd'hui dans les pratiques individuelles, et même parfois aussi collectives, eh bien, ces pratiques de spiritualité non religieuse qui se développent apportent non seulement du sens et jouent leur fonction spirituelle, la fonction spirituelle qui est de créer du sens, créer de la reliance avec la transcendance, mais ça joue aussi une fonction sociale. Donc la fonction sociale du spirituel.
la fonction sociale de la spiritualité non religieuse postmoderne. C'est ça le thème du jour, la fonction sociale de la spiritualité non religieuse postmoderne. Alors ça a l'air un concept un peu abstrait, mais en fait, je viens de comprendre en fait qu'est-ce qu'on fait ici à la maison des évolutionnaires. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on fait à la maison des évolutionnaires. On opère cette reliance, cette convergence entre créer du lien social et créer du sens. Assurer la vitalité de la dimension spirituelle dans notre société et en même temps permettre aux gens de se rencontrer. Et les deux sont la même chose en fait. Pourquoi ? Parce que c'est à l'occasion des rencontres spirituelles que nous créons du lien social. Et là on retrouve quelque chose qui serait la nouvelle forme de cette fonction sociale du religieux, mais un religieux qui aurait évolué au-delà de sa forme traditionnelle vers une forme bien post-religieuse, post-moderne. D'accord ? Donc là on a fait pendant quelques jours, on a fait les fêtes du Nouvel An. Je m'excuse, je suis un petit peu enrhumé, mais bon, j'espère que vous me comprenez quand même. Alors on a fait les fêtes du Nouvel An. Et c'était magnifique. Et un soir, quand j'étais dans mon lit, après toute une journée d'expérience, mon corps, c'est pas ma tête, c'est mon corps qui m'a dit « Je suis socialement comblé. Je suis socialement comblé par toutes ces relations que j'ai eues aujourd'hui, hier, avant-hier, toutes ces relations humaines profondément riches, vraies, sincères, stimulantes. » Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se jouait en fait là-dedans. Parce que c'est quand même assez rare de vivre une telle richesse relationnelle et les autres ont pu ressentir la même chose. Pendant quelques jours, on a vécu ensemble dans la maison avec un certain nombre de Parisiens et puis quelques Auvergnats qui étaient là. Ce qui s'est passé, c'est que on a tissé des liens profonds qui donnent quasiment la sensation d'être une sorte de communauté, bien que ce soit une communauté dispersée, hein, comme j'en parlais parfois dans les soirées. Une communauté dispersée, c'est-à-dire que on n'habite pas au même endroit, on n'est pas relié dans un écolieu géographique. Bon. Il y en a qui viennent de Paris, il y en a qui sont en Auvergne, qui sont dispersés en Auvergne, et puis on se retrouve, en l'occurrence, c'est à la maison des évolutionnaires qu'on se retrouve, mais ça peut être parfois ailleurs. Ça peut être dans la nature, ça peut être chez Mireille, ça peut être ailleurs encore, voilà. Chez Sao peut-être aussi. Voilà, et il y a différents points de rencontre pour une communauté dispersée, mais qui n'en est pas moins une communauté en fait. Et cette communauté peut accueillir des personnes qui ne sont pas seulement de la région. Pourquoi ? Parce que ce qui relie les membres de cette communauté, ça n'est pas la géographie, c'est un état d'esprit. Ce sont des valeurs. C'est une vibration d'être. C'est un désir de faire certaines choses communes. Avant, les relations humaines que l'on pouvait développer dans notre vie étaient déterminées par notre emplacement géographique. C'est-à-dire que si vous naissiez dans un village, votre potentiel de rencontre était limité à un certain rayon de kilomètres. Vous pouviez rencontrer comme femme, une femme d'un village d'à côté peut-être. Et c'était un élément surdéterminant, la proximité géographique. Aujourd'hui, avec les moyens de communication et les moyens de locomotion dont on dispose, on peut rencontrer des personnes par-delà sa région, même par-delà son pays.
Et on vit des aventures avec des personnes qui sont d'autres régions, d'autres pays. Et ça, il faut bien le dire, c'est quand même tout à fait nouveau parce que ça change la donne. Ça change profondément la donne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, le premier déterminant d'une rencontre, ça n'est pas la proximité géographique, mais c'est la proximité axiologique. Axiologique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est système de valeurs. Voilà. On se relie les uns les autres parce que on vit et on vibre sur une même fréquence, par-delà l'espace et le temps. Et c'est ce qui fait qu'on peut créer une communauté dispersée, qui est une communauté de valeurs, une communauté d'état d'esprit. Moi, ce que j'appelle une communauté évolutionnaire, puisque c'est sur l'état d'esprit évolutionnaire que, personnellement, je crée cette reliance. Et donc, tous ceux qui se retrouvent sur cette fréquence évolutionnaire, qui a sa propre diversité interne, bien sûr, mais tous ceux qui se retrouvent sur cette fréquence-là, eh bien, peuvent se relier à la maison, se relier à la communauté des évolutionnaires qui est sur Facebook, un groupe qui s'appelle la communauté des évolutionnaires, qui est une communauté déjà internationale, puisqu'on a des Québécois, on a des Indiens, on a des Africains, on a des Français, bien sûr. C'est une communauté internationale. Une communauté de valeurs, donc. Et donc, moi, je ne suis pas pour des communautés géographiques, mais je suis pour un communautarisme de valeurs. Voilà. Quand on parle de communautarisme, habituellement, ce qui rapproche les gens, c'est une couleur de peau, une origine ethnique, voilà. Mais non, là, il s'agit d'un communautarisme, mais d'un nouveau genre, qui est un communautarisme de valeurs. Communautarisme, ça veut dire que on est dans la société, mais en même temps, on vit entre nous. On a nos propres circuits. Nos circuits d'échange, nos circuits de rencontre, nos lieux de rencontre, nos temps de rencontre, même nos fêtes. On a nos propres fêtes. Alors là, ce ne sont pas des fêtes religieuses, mais on pourrait inventer des fêtes. On pourrait inventer des fêtes spirituelles. Voilà. Qui ne seraient pas simplement peut-être une réactualisation d'anciennes fêtes traditionnelles, mais qui seraient des fêtes du nouveau monde, quoi. On déciderait de faire la fête de la gratitude, par exemple. La fête de l'amitié. Voilà, des choses comme ça. Ça pourrait s'inventer. Et on déciderait, on fait ça tel jour, chaque année. Voilà. Et on inventerait notre manière à nous de célébrer. Il y aurait peut-être de la musique, il y aurait peut-être des petits ateliers, des choses. Et c'est ce qu'on fait déjà quelque part ici. Là, on a fait le jour de l'an. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de l'an ? On a dansé sur des musiques qu'on avait d'ailleurs souvent nous-mêmes créées. Des musiques qui sont à la fois conviviales et spirituelles en même temps. Toujours ce lien, et cette fois à un niveau musical, entre spiritualité et lien social. La musique fait les deux aussi. La musique, elle relie avec la transcendance, avec le divin. Et elle est faite pour ça. Elle est faite pour... c'est la fonction spirituelle de la musique qui a joué son rôle. Hein. Cette fonction spirituelle, ça fait longtemps qu'on la connaît. Hein, y a l'orgue dans les églises, c'est pas pour rien. Et en même temps, c'est une fonction sociale, c'est-à-dire que la musique, ça relie les gens, ça crée un état émotionnel partagé, ça ouvre les cœurs, ça permet de danser, donc la danse aussi c'est quelque chose d'extrêmement social, et là on avait Xaël qui nous avait créé des chorégraphies absolument magnifiques, et super sur le plan justement humain. Quand on a dansé Inematov par exemple, qui est un chant hébreu, un chant dédié à l'unité humaine je crois.
Xaël, il avait fait une sorte de petite chorégraphie très simple, qui était magnifique. Vous pouvez aller la voir sur YouTube. J'ai fait une vidéo qui s'appelle, je crois, Jour de l'an 2019, à la Maison des Évolutionnaires. Et vous voyez, voilà, un exemple d'une danse qui crée un lien entre les êtres qui sont là. Et parmi ceux qui dansaient, il y en avait... c'est la première fois qu'on les voyait. Il y en avait deux, moi je les connaissais pas, ils sont venus parce que c'était les copains de deux femmes qui viennent régulièrement, et donc elles sont venues ce jour-là avec leurs copains. Mais les copains se sont intégrés aussi à un niveau social, je crois qu'ils ont vécu quelque chose de riche, parce qu'il y a cette fonction sociale du spirituel, et notamment à travers la musique et la danse. Voilà. Donc pendant cet événement, les deux étaient bien réunis. L'aspect convivial et l'aspect spirituel. On a vécu un passage, comme je dis, en conscience et en convivialité. Mais c'est la même chose en fait. Les deux sont liés. C'est une convivialité spirituelle et c'est une spiritualité conviviale. C'est-à-dire que les modes de célébration spirituelle créent du lien social, et les modes de reliance sociale sont intrinsèquement organisés autour du spirituel. Et donc la reliance verticale et la reliance horizontale fonctionnent ensemble et se croisent sans cesse. Et donc on a la possibilité de combler ce vide que la modernité a laissé, en faisant disparaître le religieux, ce vide de sens, mais ce vide aussi social, qui fait qu'aujourd'hui, on est tous là, en mode individualiste, derrière nos écrans, tout seuls, et qu'on connaît très peu de gens, ou bien quand on connaît des gens, finalement c'est à un niveau très superficiel, et qu'on ne fait jamais rien ensemble de spirituel. On a des conversations très superficielles, on parle de ce qui passe dans le système de propagande et de conditionnement médiatique, on parle de choses très comme ça, voilà. La Coupe du Monde, voilà, par exemple, ça crée du lien social. Ce sont des sortes de substituts de religion pour la modernité. Il y avait un philosophe qui avait qualifié ça d'ersatz de religion. Ce sont des restes qui subsistent dans la modernité matérialiste et athée pour déclencher des phénomènes de reliance collective, mais à un niveau spirituel absolument misérable, et à un niveau humain aussi très grégaire. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le règne de la quantité, où en fait, ce qui fait l'effet de convivialité, c'est le nombre de personnes qui participent à ces phénomènes de masse. Mais à un niveau, je dirais, qualitatif, il se passe pas grand-chose, à part des meutes de hooligans et de supporters qui gueulent haut et fort pour leur tribu personnelle. Enfin voilà, ça vole pas très haut, mais effectivement, si ça fonctionne autant, si ça marche autant, ces trucs-là, c'est bien parce que ça joue un rôle qui avait été laissé vacant par la disparition du religieux. Et donc que ça comble un vide, même si ça le comble de manière misérable, ça le comble quand même. Et c'est bien le signe qu'il y a derrière un grand besoin de communion. Et donc ça assure une base de communion sur la base de quelque chose d'assez pauvre. Mais ça crée, par contre, ça se fait aux dimensions où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire les dimensions mondiales. Et donc l'ampleur du phénomène cache la misère qualitative qui lui est intrinsèque, quoi. C'est-à-dire que
c'est large, c'est vraiment très large, ça prend l'ampleur du monde entier. Tout le monde dans le monde s'y met. Pendant quelques jours, on est tous branchés sur ce phénomène collectif, sur cette grande célébration mondiale du sport, machin. Mais par contre, l'amplitude du phénomène ne fait que cacher sa pauvreté qualitative, quoi. Voilà, sur le plan humain et sur le plan spirituel. Voilà, mais ça n'a pas beaucoup de sens, vous comprenez. Et on a besoin d'aller au-delà de ça. Je dirais que la modernité fondamentalement a échoué à remplacer la fonction sociale du religieux. Et on est tous là très très seuls. Solitude sociale, solitude amoureuse aussi, on pourrait dire, hein. Parce que bien sûr, c'est aussi pendant ces soirées qu'il y a des gens qui se rencontrent. Nous, on a déjà par exemple un couple qui s'est formé. Ce sont des personnes qui se sont rencontrées dans nos soirées, par exemple. Voilà, c'est des choses qui arrivent aussi dans ce cadre-là. Cette reliance horizontale, cette reliance sociale fonctionne aussi bien au niveau des amitiés qui sont générées par ces occasions, mais aussi des rencontres amoureuses, hein, qui peuvent être générées par ces occasions de célébration, de chants sacrés, d'ateliers, etc. Et donc, je pense que si la modernité a échoué à offrir des substituts à la fonction sociale du religieux perdu, eh bien la postmodernité, elle, a en main, avec la spiritualité non religieuse, quelque chose qui pourrait réussir. Et c'est ce qu'on vérifie chaque jour à la Maison des Évolutionnaires. Réussir à faire revivre cette reliance horizontale spirituelle. Et c'est ce qu'on est en train de prouver aussi, ça, à la Maison des Évolutionnaires. Ça fonctionne bien. C'est à petite échelle, bien sûr, c'est à l'échelle d'une maison. Et puis ça fait que un an et demi qu'il y a des activités, hein. Donc ça commence. Mais ce qu'on peut voir, ce dont moi je suis témoin, et je pense que les autres peuvent le confirmer, c'est que dans ces soirées, dans ces après-midi qu'on passe ensemble, à faire du développement personnel, à faire des bhajans, à faire des fêtes celtiques, des célébrations en tout genre, parfois des anniversaires. Dans toutes ces occasions, la qualité des liens humains qui sont créés par ces occasions est bien supérieure à ce qui peut exister ailleurs. Et moi, je suis chaque fois touché par ce qui se passe. En plus, parce que ça a lieu chez moi, et que quelque part, dans ces moments-là, je me dis, bon sang, c'est moi qui suis à l'initiative de tout ça, et en même temps, je me sens complètement dépassé. Dépassé par la beauté de ce qui se passe, dépassé par la qualité humaine des relations. Relations, d'ailleurs, qui ne sont pas limitées par l'âge, le statut économique, la couleur de peau, la croyance. On a là des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des ancêtres. Et chacun, je crois, trouve sa place. Parfois, il y a même des enfants qui sont là. Et donc, il y a tout un tas de paramètres qui font qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'opère, qui n'existe pas ailleurs. Au sein de la modernité, les jeunes se réunissent en boîte pour danser et faire des trucs très très pauvres humainement. Les échanges qui sont faits dans ces cadres-là sont, je dirais, misérables, hein, il faut bien le dire. D'ailleurs, non seulement ils sont misérables à cause du contexte qui limite considérablement les échanges, mais en plus parce que ces gens-là sont tellement déconnectés de leur âme qu'ils n'ont rien à se dire. Ils ont une vie misérable. Ils ont une sorte d'aliénation, à la fois liée l'aliénation au travail, l'aliénation par la consommation et l'aliénation, bien sûr, par le conditionnement médiatique. Et tout ça génère des êtres d'une pauvreté en termes de discussion. Et c'est pas un jugement que de le dire, c'est justement reconnaître que ça existe, que cette pauvreté, cette misère humaine existe, pour pouvoir dire que ça doit être changé, que ça peut pas continuer comme ça. Il
Il faut créer quelque chose. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Je crois que s'il y a une solution qu'on est en train d'apporter ici à la Maison des Évolutionnaires, eh bien c'est la preuve que c'est possible de recréer ce lien social autour du spirituel non religieux postmoderne. Et que ça fonctionne, que c'est beau, et que ça mérite de se développer. Voilà, ici c'est une sorte d'expérimentation spirituelle et sociale, et cette articulation-là qu'on développe entre le spirituel et le social est validée par les faits, quoi. C'est-à-dire que enfin, voilà, je vais pas m'apesantir là-dessus, mais c'était l'idée du jour. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à la Maison des Évolutionnaires autour de l'articulation du spirituel et du social. Et je crois que ça va continuer. 2019 va être une belle année aussi, puisqu'on va créer pas mal de choses. Il va y avoir de nouveaux cycles de conférences sur les blessures, sur les chakras, les stages de ma chère grande sœur Anne-Laure, de connexion au monde des esprits. Il va y avoir la ruche qui dit oui, qui va là aussi créer encore plus de liens sociaux autour, cette fois, de l'alimentation. Une alimentation qui a du sens. Voilà, donc ça va être une nouvelle expérimentation. On va créer du lien, parce que j'estime que une communauté, une communauté doit avoir, même une communauté dispersée, je dirais, doit avoir ses propres systèmes de fonctionnement parallèles à ceux de la société dans laquelle cette communauté est insérée. Donc nous autres évolutionnaires postmodernes, nous allons faire en sorte de créer au maximum des systèmes parallèles au système de consommation et de distribution moderne, pour pouvoir vivre entre nous selon nos valeurs. Voilà, donc moi je fais ma part à mon petit niveau, en créant cette ruche qui dit oui, ici même à la Maison des Évolutionnaires. Voilà. Donc, c'est vrai que j'avais été profondément touché par le suicide des agriculteurs. On estime qu'il y a entre 1 et 2 agriculteurs, il y a un agriculteur qui meurt soit chaque jour, soit tous les 2 jours, selon les estimations. Et donc, c'est quelque chose, moi, qui me révolte complètement. Dans ma famille, il y a eu des gens qui travaillaient la terre, et j'estime que le métier de celui qui nourrit les autres et qui travaille la terre a du sens, et que sa dévalorisation est intrinsèquement liée au paradigme moderne, qui est un paradigme qui nous sépare de la nature, qui nous sépare du sol, de la terre-mère. Et plus nous dépasserons ce paradigme séparateur, plus nous retrouverons le sens des métiers de producteurs, d'agriculteurs, d'éleveurs, de ceux qui nourrissent les autres. Ce sont des métiers qui sont riches de sens et qui ont perdu tout leur sens avec la modernisation. Mais ils vont retrouver du sens en sortant de la modernité. Voilà. Et je veux participer à ça parce que moi je trouve ça insupportable, quoi, l'idée que un agriculteur se suicide, soit chaque jour ou tous les 2 jours. Je veux dire, c'est pas normal, c'est pas possible. C'est pas possible, de la même manière que c'est pas possible voilà, ce système aussi de consommation où on va au supermarché, enfin, tout ça est tellement pauvre aussi sur le plan humain. Vous êtes là avec votre caddie, et puis vous arrivez à la caisse avec une pauvre caissière complètement aliénée qui a tous les jours passé des codes barres toute la journée. Moi j'en ai eu des amis caissières, elles m'ont raconté un peu la routine d'une caissière, c'est d'une pauvreté. Voilà, je crois qu'on peut faire mieux que ça, hein. Puis c'est vrai que il y a une sorte
de vide qui nous envahit quand on entre dans ces supermarchés là. C'est comme s'il y avait une abondance de choses, mais en même temps un grand vide, et aucun des aliments n'a de sens, quoi. C'est bizarre ce phénomène qu'on ressent. Je sais pas si vous l'avez ressenti ça. Voilà. Et quand j'ai été l'autre jour à une ruche qui dit oui, eh bien il me semblait vibratoirement, énergétiquement que les aliments qui étaient là avaient du sens et que du coup je pense que à la fin on les digérerait différemment aussi, quoi. C'est-à-dire que tout ça devient après notre propre corps et il faut être vigilant à ce dont on fait notre corps. Cette matière n'est pas que matérielle, hein, elle est divine. La matière est divine. Donc les aliments qu'on produit ne doivent pas être profanés. Ils doivent être spiritualisés, au contraire. Voilà, donc en tout cas je fais un pas dans la direction d'une alimentation plus juste déjà pour les producteurs, mais aussi qui a plus de sens pour donc les consommateurs, et puis qui crée du lien social, parce que c'est vrai que la nourriture a toujours été l'objet du lien social, en fait. C'est-à-dire que on peut pas penser l'articulation du spirituel et du social sans passer par la question du repas, le repas en commun, le repas. Voilà, on a l'exemple du Christ qui avec cette scène, la scène du repas, le dernier repas du Christ. C'est quelque chose de spirituel et en même temps de social, là aussi. Manger ensemble, ce n'est pas simplement mettre de la matière dans son corps matériel. Hein, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, l'alimentation. Et là aussi, avec la mort de Dieu, avec l'appauvrissement spirituel qu'a engendré la modernisation du monde, on a considérablement vidé de tout sens et de toute substantialité spirituelle l'acte de s'alimenter. Voilà, on fait du réchauffé en 2 minutes et puis on avale ça parce que en fait on conçoit juste ça comme le fait de mettre un objet dans notre corps objet, quoi. Alors que en fait ce sont des sujets qui se lient pour intégrer une matière spirituelle. C'est-à-dire que cette pauvreté humaine, relationnelle, on la retrouve aussi dans notre façon de manger. On mange tout seul un sandwich à midi rapidement, ou on va bouffer un truc rapide au quick, voilà. Et c'est tellement évident que que c'est pas bon. Non seulement c'est pas bon au niveau du goût, mais c'est pas bon humainement, quoi. Et donc on doit aussi retrouver quelque chose au niveau de la sociabilité alimentaire, une alimentation sociale, où les gens se retrouvent pour faire leurs achats, pour aller chercher leurs achats, où il y a du lien qui se recrée entre le producteur et le consommateur, et à l'occasion de la distribution, puisque c'est le système de la ruche, à l'occasion de la distribution, les gens font plus que faire leurs courses. Et quelque part, c'est un événement dans la semaine où on se retrouve aussi bien pour récupérer nos achats que pour passer un moment avec les autres membres de notre ville. Voilà, donc les distributions de la ruche de Moza, qui vont être à la maison des évolutionnaires, seront plus que des séances de distribution de paquets d'achats, quoi. Seront des événements humains, sociaux, où les producteurs se sentiront humainement valorisés, riches relationnellement, et où les clients auront aussi l'occasion de parler entre eux, de se relier socialement. Et finalement, l'alimentation, qui sera une alimentation également bio, de qualité, et régionale, locale, cette alimentation sera aussi un prétexte social, hein, pour se retrouver, discuter, se rencontrer. De la même manière qu'à la Maison des Évolutionnaires,
à la fin de chaque événement, de chaque soirée, de chaque célébration, on partage le repas en commun. Et chacun amène quelque chose à partager avec les autres au cours du repas, pour le repas. Et ça, c'est quelque chose de très simple fondamentalement. Mais là encore, c'est quelque chose qui s'est perdu avec la modernité. Alors vous allez me dire, bien sûr, oui, quand même, on continue de partager le repas en famille, avec nos amis. Oui, mais là, je vous parle de quelque chose de plus large, d'un repas communautaire, une communauté qui se retrouve pour partager le repas, une communauté de valeurs, une communauté avec une dimension spirituelle, une communauté de sens, où tous les individus ne se connaissent pas forcément et pourtant viennent partager le repas après l'événement qui les a réunis. Ça, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu et qu'on a à retrouver parce que ça existait probablement avant au temps des villages, quand on faisait des sortes de fêtes de village où les gens venaient et on partageait un repas entre villageois et on se rencontrait par la même occasion. Et là, dans notre manière de faire à nous, à la Maison des Évolutionnaires, on retrouve cette double fonctionnalité socio-spirituelle dont on parle aujourd'hui au niveau vraiment de l'alimentation. De la même manière que la musique est à la fois quelque chose de spirituel et de social, la nourriture a toujours dans l'histoire fait l'objet du lien social en même temps qu'elle a fait l'objet d'une communion spirituelle. Vous retrouvez ça dans le christianisme, encore une fois, avec le repas de Jésus, toutes ces fêtes où on partage, après une cérémonie religieuse, on partage le repas. Voilà. Et donc, il y a cette reliance, cette double reliance, verticale et horizontale, qu'on retrouve, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire quelque part ici, au niveau de l'alimentation, que l'alimentation soit l'occasion de créer du lien social, de faire vivre du lien social dans un contexte plus large, qui a du sens, et qui nous relie à la fois au tout de la nature dans laquelle nous sommes inscrits, et à quelque chose de plus large encore, qui est le divin qui est aussi bien présent au-delà que dans la matière même que nous mangeons, que nous absorbons dans nos corps. Et c'est cette double fonctionnalité socio-spirituelle qui fait l'objet de nos expériences à la Maison des Évolutionnaires fondamentalement. À un niveau fondamental, je crois que c'est vraiment ça qu'on fait. Retrouver, sous une forme post-moderne, l'articulation du social et du spirituel, qui a été détruite par la modernisation. C'est ça qu'on fait fondamentalement. Et tout ça fait du lien, tout ça fait communauté. Et là, on a une réalité sociale. C'est pas comme nous, on est des sortes d'atomes juxtaposés dans un espace social déshumanisé. Voilà, là, il suffit pas de mettre 2 individus ou 3 individus côte à côte pour faire une société. Ce qui fait une société, c'est le lien de l'individu A avec l'individu B, de l'individu B avec l'individu C. C'est l'interaction qui crée la société, c'est pas le nombre. D'accord ? Donc cette interaction, elle peut être plus ou moins riche, elle peut être plus ou moins humaine, elle peut être plus ou moins profonde, elle peut être plus ou moins stimulante. Et donc tous ces facteurs, on les a complètement oubliés sous le règne de la quantité, où la seule chose qui comptait, c'était de savoir combien on est. Non, ce qui compte, c'est quand tu passes une soirée avec quelqu'un, à quel point ça t'a nourri sur le plan humain, à quel point la relation a été riche dans les 2 sens, stimulante. Et on est en train, avec cette culture évolutionnaire qui est en train de se répandre, on est en train de réapprendre tout ça. Je veux dire, il suffit de voir tous les ateliers de communication non violente là qui se développe. On est en train de réapprendre à s'écouter les uns les autres. Là, on a fait aussi, les derniers jours, on a fait un débat citoyen. C'était le premier débat citoyen
à la Maison des Évolutionnaires, on a fait un débat citoyen sur les gilets jaunes, avec comme objectif justement de créer un espace pour que les gens s'expriment et partagent leur point de vue. Je veux dire, il n'y a rien de plus simple. On dit, voilà, à telle heure, on se retrouve pour parler de ça, quoi. C'est très simple. Les gens étaient là. On était, je sais pas, 8 ou 7 ou 8, quelque chose comme ça. Et pendant quelques heures, on a parlé, partagé, avec le principe du bâton de parole, qui permet d'assurer l'écoute des uns et des autres, puisque avec le bâton de parole, celui qui a le bâton, il parle, il peut prendre son temps, il peut s'arrêter entre deux phrases pour réfléchir, et les autres ne l'interrompent pas. Alors ça, c'est vraiment génial, parce que c'est vrai que dans un débat, qui plus est un débat politique, très vite, eh bien, il y a les gens qui se coupent la parole, qui s'interrompent, voire les conflits d'ego qui surgissent. Mais moi le premier, je monopolise la parole, j'essaye d'éviter, mais une telle passion aussi qui est générée par les débats, qu'on a envie de parler, on a envie de prendre la parole, et bien sûr, ceux qui ont peut-être moins de capacité à s'imposer, très vite, n'arrivent plus à s'exprimer, à être écoutés, à prendre la parole, puisqu'il y a toujours ceux qui ont envie de parler, qui sont un peu les dominants, qui monopolisent. Voilà. Et du coup, le bâton de parole empêche ce travers de la discussion de groupe et garantit que chacun pourra s'exprimer. Voilà. Donc ce principe-là, il est vraiment essentiel et on s'en sert dans tous les cercles de parole, puisqu'ici on fait beaucoup de cercles de parole. On fait des cercles d'âmes. Moi, je fais les cercles d'âmes. Il y a les cercles mixtes, il y a les cercles d'hommes. Et alors tous ces cercles qu'on fait, on aime bien utiliser ce principe du bâton de parole, qui garantit qu'on est à égalité, voilà, et que chacun peut être écouté lorsqu'il parle. Mais vraiment écouter, quoi. C'est vraiment, on entend les mouches voler, quoi. Tout le monde écoute sérieusement, attentivement ce que dit l'autre et sans le juger. On l'écoute en tant qu'autre, dans sa différence. On essaye de comprendre ce qu'il dit, pourquoi il dit ça, d'où il parle, quel est le parcours qui l'amène à dire ça, à avoir ce point de vue-là. Et ça aussi, on l'a complètement oublié. Écouter l'autre en tant qu'autre, dans son altérité. Et le mot écouter aussi, le mot écouter. On croit souvent que discuter, ça consiste à parler, mais ça consiste autant à écouter qu'à parler. Et la qualité d'écoute, c'est quelque chose aussi qu'on a complètement perdu avec le monde moderne. On ne s'écoute plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi à apprendre. Parce que la reliance horizontale, c'est du partage. Et le partage, c'est donner et recevoir. Parler et écouter. Voilà. Donc, ce qu'on essaye de faire à la Maison des Évolutionnaires, c'est de retrouver cette qualité relationnelle, cette qualité humaine dans les échanges. Cette qualité d'écoute, qualité de parole, qualité des sujets qui sont abordés, parce que au lieu de parler de tout et de n'importe quoi, comme c'est à peu près le cas à chaque fois que les humains se regroupent dans la société moderne, et bien là on a un sujet plus profond qui tout de suite nous amène en profondeur. Et on parle des vraies choses, au lieu de parler de trucs très superficiels. Voilà. Donc ça c'est important aussi. Moi j'avais constaté pendant toute ma jeunesse, j'en avais souffert, c'est que les humains parlent de trucs tellement superficiels, et quand on n'est pas superficiel, on n'arrive pas à parler dans ces trucs-là, parce qu'on n'a rien à dire sur ces trucs superficiels. Voilà. Et moi, j'ai toujours eu envie de parler de choses plus profondes, et je pense que je suis pas tout seul. Voilà. La vie, c'est quelque chose de profond, et quand on échange avec les autres, c'est pas pour parler de trucs qui ne comptent pas, au contraire, on parle peu, mais on parle des choses qui comptent vraiment. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, c'était pour parler de cet espoir que la spiritualité postmoderne porte, qui est de faire renaître un lien social de qualité.
Créons des espaces de rencontres autour d'activités postmodernes, développement personnel, spiritualité, créativité, alimentation également, alimentation sensée, juste. Créons des occasions de se rencontrer autour de ces nouvelles valeurs et réactivons un lien social profondément humain. C'est ça que la modernité a détruit aussi. Elle a détruit la nature, elle a aussi détruit le lien social. Et on doit retrouver tout ça. Et tout ça, pour le retrouver, eh bien, il faut entrer dans un nouveau paradigme. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici à la maison. Voilà. Allez, je vais aller me moucher. Je vous retrouve. Je pense que je vais de temps en temps reprendre la parole comme ça, parce que la nouvelle année arrive là, et elle est là maintenant, et je sais pas, à l'occasion de l'énergie de cette nouvelle année, je me suis dit, allez, on va faire quelques interventions pour communiquer avec les gens, parler de ce que tu as sur le cœur. Voilà. Eh bien, bonne journée à vous et bonne évolution aujourd'hui.